Les échos de Titan. Le professeur Elena Vasquez ajusta ses lunettes tandis qu'elle scrutait les données qui défilaient sur son écran holographique. Depuis 3 décennies, elle dirigeait l'observatoire spatial de Cérès, ce petit monde rocheux perdu entre Mars et Jupiter. À 62 ans, elle avait consacré sa vie entière à l'écoute du cosmos, espérant capturer ce murmure cosmique qui prouverait enfin que l'humanité n'était pas seule. Ce matin du 15 octobre 2157, quelque chose d'extraordinaire se produisit. « Commandant Rodriguez, pourriez-vous venir immédiatement ?» Sa voix trahissait une excitation qu'elle tentait vainement de maîtriser. Miguel Rodriguez, ancien pilote de vaisseau interplanétaire reconverti en administrateur de la station, parcourut rapidement le corridor métallique qui menait au laboratoire principal. À 45 ans, cet homme au visage buriné par les radiations spatiales avait appris à reconnaître les intonations significatives dans la voix de ses collègues. « Qu'avez-vous découvert, professeur ?» Elena désigna l'écran où s'affichaient des courbes sinusoïdales complexes, pulsant avec une régularité hypnotique. « Ceci provient de Titan, mais ce n'est pas un phénomène naturel. » Rodriguez examina attentivement les tracés. Ingénieur de formation, il possédait suffisamment de connaissances pour comprendre l'importance de cette révélation. Ces modulations, elles semblent suivre une progression mathématique. Exactement. Regardez cette séquence. 2, 3, 5, 7, 11, tire-tin. Les nombres premiers, Miguel, quelqu'un ou quelque chose, nous transmet délibérément une série de nombres premiers depuis la plus grande lune de Saturne. Le silence qui suivit fut chargé d'implications monumentales. Titan, ce monde distant recouvert d'une atmosphère dense et de lacs d'hydrocarbures, abritait-il une forme d'intelligence? Avez-vous vérifié les instruments? Éliminé toute possibilité d'interférence? J'ai passé les 6 dernières heures à effectuer ces vérifications. Tous nos systèmes fonctionnent parfaitement. De plus, j'ai contacté l'observatoire d'Europa et celui de Ganymède. Ils captent également ce signal avec exactement les mêmes caractéristiques. Rodriguez s'effondra dans un fauteuil, mesurant l'ampleur de la situation. Il faut immédiatement alerter le Conseil scientifique interplanétaire sur Terre. C'est déjà fait. Mais Miguel, il y a autre chose. Elena manipula les commandes et une nouvelle série de données apparut. Le signal s'intensifie et il évolue. Après les nombres premiers, nous recevons maintenant des constantes mathématiques. Pi, le nombre d'Euler, le nombre d'or, comme si notre correspondant inconnu testait notre niveau de compréhension. 3 mois plus tard, le vaisseau Archimède quittait l'orbite terrestre, emportant une équipe de 12 spécialistes vers Saturne. Cette mission, baptisée Éco-Titan, représentait l'effort scientifique le plus ambitieux jamais entrepris par l'humanité. Le docteur James Chen, exobiologiste renommé, contemplait par le hublot de sa cabine les étoiles qui défilaient. À 38 ans, ce brillant scientifique d'origine sino-canadienne avait consacré sa carrière à étudier les possibilités de vie dans des environnements extrêmes. Jamais il n'avait imaginé que sa première rencontre avec une intelligence extraterrestre pourrait survenir si tôt. « Dr Chen, veuillez rejoindre la salle de conférence principale », résonna la voix du capitaine Sarah Okonkwo dans l'intercom. La salle de réunion du vaisseau bourdonnait d'activité. 12 des meilleurs cerveaux humains étaient rassemblés autour de la table holographique centrale où s'affichaient en temps réel les dernières données transmises depuis Titan. Le capitaine Okonkwo, une femme de 43 ans dont la prestance naturelle commandait le respect, prit la parole. « Mes amis, nous venons de recevoir une transmission de la station Cérès. Le signal de Titan a encore évolué. » Le professeur André Dubois, mathématicien français spécialisé dans la théorie des nombres, manipula les commandes pour agrandir l'affichage. Observez cette progression. Après les constantes mathématiques, nous recevons maintenant des séquences qui correspondent aux équations fondamentales de la physique. E égale mc carré, les équations de Maxwell, la formule de Schrödinger. La docteure Yuki Tanaga, physicienne quantique japonaise, intervint avec son accent caractéristique. Cette intelligence démontre une compréhension sophistiquée de nos sciences. Elle nous communique dans le langage universel des mathématiques. Mais pourquoi maintenant ? S'interrogea le docteur Chen. Titan orbite autour de Saturne depuis des milliards d'années. Qu'est-ce qui a déclenché cette communication soudaine? Le silence qui suivit témoignait de la perplexité générale. Cette question taraudait tous les membres de l'équipe depuis le début de la mission. Le commandant Viktor Petrov, géologue russe spécialisé dans l'exploration planétaire, consulta ses notes avant de répondre. Peut-être que cette intelligence attendait que nous atteignions un certain niveau technologique. Notre présence croissante dans le système solaire externe a pu servir de déclencheur. Ou alors, ajouta le docteur Chen, quelque chose s'est réveillé sur Titan.
quelque chose qui dormait depuis très longtemps. Après 8 mois de voyage, l'Archimède pénétra dans le système complexe de Saturne. Les anneaux majestueux de la planète géante s'étendaient à perte de vue, formant un spectacle d'une beauté saisissante qui émut profondément l'équipage. Titan apparut progressivement, cette lune orangée dont l'atmosphère épaisse dissimulait la surface au regard. Long de 90 mètres, le vaisseau terrien se plaça en orbite stable autour de la lune mystérieuse. « Capitaine, nous recevons le signal avec une netteté parfaite maintenant », annonça le lieutenant Susan Blake, officier des communications. La source semble située dans la région équatoriale près des grands lacs d'Ethan. Le docteur Chen étudiait attentivement les cartes topographiques de Titan affichées sur les écrans principaux. Cette zone présente des caractéristiques géologiques intéressantes. De nombreuses formations circulaires qui pourraient indiquer une activité artificielle. Le professeur Dubois leva les yeux de ses calculs. Le signal a encore évolué. Nous recevons maintenant des séquences qui semblent correspondre à des coordonnées spatiales précises. Notre correspondant nous indique-t-il un point de rendez-vous ? La capitaine Okonkwo prit une décision rapide. Préparez les modules d'exploration. Nous allons envoyer une équipe de reconnaissance à la surface. Le docteur Chen sentit son cœur s'accélérer. Après des années d'études théoriques, il allait peut-être enfin rencontrer une forme de vie intelligente extraterrestre. Le module d'exploration Galilée se détacha de l'Archimède avec à son bord 4 membres de l'équipe, le docteur Chen, le commandant Petrov, la docteur Tanaka et le lieutenant Blake. La descente à travers l'atmosphère dense de Titan s'effectua sans incident, guidée par les coordonnées transmises dans le mystérieux signal. La surface de Titan se révéla être un paysage alien fascinant. Des plaines de glace d'eau dure comme de la roche s'étendaient à perte de vue, parsemées de lacs sombres d'hydrocarbures liquides. L'atmosphère orange, composée principalement d'azote et de méthane, créait un éclairage tamisé et surréaliste. La température extérieure est de moins 179 degrés Celsius, annonça le lieutenant Blake en consultant ses instruments. Nos combinaisons protectrices fonctionnent parfaitement. Le commandant Petrov examina le terrain à travers les caméras externes du module. Regardez cette formation géologique à 2 km au nord-est. Elle ne ressemble à rien de naturel. En effet, une structure massive et géométrique émergeait du paysage gelé. Sa forme pyramidale parfaite et ses dimensions colossales, près de 300 mètres de hauteur, témoignaient indubitablement d'une origine artificielle. C'est de là que provient le signal, confirma la docteure Tanaka après avoir effectué une triangulation précise. Le module se posa en douceur à 500 mètres de la structure mystérieuse. L'équipe s'équipa soigneusement avant de quitter la sécurité de leur vaisseau pour fouler le sol titanien. La marche vers la pyramide fut rendue difficile par la faible gravité de Titan, 7 fois moindre que celle de la Terre, qui donnait à chaque pas une amplitude démesurée. Mais progressivement, les détails de la construction artificielle se précisèrent. « Ces matériaux » murmura le commandant Petrov en examinant la base de la pyramide. Ils semblent être constitués d'un alliage métallique inconnu, parfaitement préservé malgré l'environnement hostile. Le docteur Chen découvrit une ouverture dans la face sud de la structure, parfaitement circulaire et d'un diamètre de 3 mètres exactement. Il n'y a aucun mécanisme de fermeture visible, cette entrée semble nous attendre. À l'intérieur, leurs lampes révélèrent un corridor aux parois lisses qui s'enfonçait vers le cœur de la pyramide. L'architecture alien était d'une précision géométrique absolue, chaque angle calculé avec une perfection mathématique. Au centre de la pyramide, l'équipe découvrit une vaste chambre circulaire dominée par une structure cristalline complexe qui pulsait d'une lumière bleutée hypnotique. C'était manifestement la source du signal qui avait bouleversé l'humanité. « Ces cristaux » s'extasia la docteure Tanaka en approchant ses instruments de mesure. Ils émettent des radiations cohérentes dans plusieurs spectres simultanément. Une technologie que nous ne maîtrisons absolument pas. Soudain, la structure cristalline modifia son rythme de pulsation. Une projection holographique apparut au centre de la chambre, représentant le système solaire avec une précision stupéfiante. « Regardez !» s'exclama le docteur Chen. « Cette carte indique la position de toutes les planètes à l'instant présent. Cette intelligence connaît parfaitement notre système stellaire. » L'hologramme évolua, révélant progressivement d'autres systèmes stellaires, puis des galaxies entières. Enfin, une image représentant l'univers observable dans son ensemble se matérialisa, parsemée de points lumineux clignotants. Chaque point représente probablement une civilisation intelligente, déduisit le commandant Petrov avec stupéfaction. Nous contemplons une carte de toutes les formes de vie intelligente de l'univers connu. Mais l'hologramme n'avait pas terminé sa révélation. Il zooma sur la région de la Voie lactée, puis sur le système solaire,
avant de se focaliser sur la Terre. La planète bleue apparut dans tous ses détails, accompagnée d'informations qui défilaient dans un langage mathématique complexe. La Dr Tanaka, spécialiste en physique quantique, commença à décrypter ces équations. Ces formules, elles décrivent la structure quantique de la matière avec une précision que nos théories actuelles n'atteignent pas. Cette intelligence possède une compréhension de l'univers qui dépasse largement la nôtre. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la projection disparut. Le cristal reprit son rythme de pulsation habituel, mais le signal avait encore évolué. Cette fois, il transmettait des séquences binaires complexes qui semblaient contenir d'énormes quantités d'informations codées. De retour à bord de l'Archimède, l'équipe travaillait fébrilement à décoder les nouvelles données transmises par la structure titanienne. Le professeur Dubois, assisté par l'intelligence artificielle du vaisseau, commençait à entrevoir la signification de ces messages. Ces séquences binaires constituent un véritable manuel encyclopédique, expliqua-t-il lors de la réunion quotidienne de l'équipe. Elles contiennent des informations sur l'histoire de l'univers, l'évolution de la vie et le développement de civilisations à travers toute la galaxie. Le Dr Chen étudiait attentivement les sections biologiques du message. D'après ces données, la vie serait apparue simultanément sur des milliers de mondes il y a environ 4 milliards d'années. Un processus orchestré par une civilisation ancienne que le message désigne comme les semeurs. Et il y a plus troublant encore, ajouta la Dr Tanaka, selon ces informations, notre propre évolution aurait été guidée. L'émergence de l'intelligence humaine ne serait pas le fruit du hasard, mais le résultat d'interventions subtiles effectuées sur des millions d'années. Un silence pesant s'abattit sur l'assemblée. L'idée que l'humanité puisse être le produit d'une ingénierie génétique alien remettait en question toute leur certitude sur l'origine de leur espèce. Le capitaine Okonkwo brisa finalement le silence. Que nous révèlent ces données sur la civilisation qui a construit la pyramide de Titan? Le professeur Dubois consulta ses notes avant de répondre. D'après le message, cette structure n'a pas été édifiée par les semeurs originels, mais par leurs successeurs. Une race appelée les gardiens, chargée de surveiller l'évolution des civilisations ensemencées et d'intervenir lorsque certaines conditions sont réunies. « Quelles conditions ?» demanda le Dr Chen avec appréhension. « L'accession au voyage spatial interplanétaire, la maîtrise de l'énergie nucléaire et surtout la capacité à détecter et décoder leurs signaux. En somme, nous avons passé un test de maturité technologique. » Le commandant Petrov se leva brusquement. « Vous voulez dire que cette intelligence nous observait depuis le début ? Qu'elle attendait que nous soyons suffisamment développés pour se révéler? Exactement. Et maintenant que nous avons prouvé notre aptitude, les gardiens sont prêts à nous transmettre leur savoir. » Les semaines suivantes furent consacrées à la réception et au décodage des flots d'informations transmises par la structure titanienne. Les données reçues révolutionnaient tous les domaines de la connaissance humaine. En physique, les équations transmises permettaient de comprendre enfin la nature de l'énergie sombre et de la matière noire qui constituait l'essentiel de l'univers. La Dr Tanaka travaillait jour et nuit pour assimiler ces concepts révolutionnaires. Ces formules décrivent l'existence de dimensions supplémentaires que nous ne soupçonnions même pas, expliquait-elle avec émerveillement. La réalité est infiniment plus complexe que nous l'imaginions. En biologie, le Dr Chen découvrait les secrets de la manipulation génétique à l'échelle moléculaire, des techniques qui permettraient d'éradiquer toutes les maladies héréditaires et d'optimiser les capacités humaines. Cette section traite de la symbiose entre intelligence biologique et artificielle, annonça-t-il lors d'une présentation. Les gardiens ont depuis longtemps dépassé la distinction entre organique et synthétique. Mais c'est en astronomie que les révélations furent les plus stupéfiantes. Les coordonnées de milliers de mondes habités étaient mieux fournies, accompagnées d'informations détaillées sur les civilisations qui les peuplaient. « Regardez cette carte stellaire », dit le professeur Dubois en projetant une représentation tridimensionnelle de la galaxie. Chaque point rouge représente une civilisation ayant atteint notre niveau de développement. Il y en a plus de 10 000 rien que dans notre région galactique. Le capitaine Okonkwo contemplait cette révélation avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. Pourquoi ces civilisations ne communiquent-elles pas entre elles? Pourquoi n'avons-nous jamais détecté leurs signaux? Parce qu'elles utilisent des technologies de communication que nous ne maîtrisons pas encore, répondit la Dr Tanaka. Les gardiens nous transmettent également les plans de ces dispositifs. Au bout de 6 semaines d'échanges intensifs avec la structure titanienne, un message d'une nature différente fut reçu. Cette fois, il ne s'agissait plus de données techniques, mais d'une communication directe. L'intelligence gardienne s'adressait à l'humanité dans un langage mathématique sophistiqué, mais parfaitement compréhensible pour les scientifiques de l'Archimède.
Espèce terrienne, commencez le message. Votre développement technologique et votre capacité à décoder nos signaux démontrent votre aptitude à rejoindre la communauté galactique. Cependant, cette intégration nécessite un choix conscient de votre part. Le message détaillait ensuite les implications de cette décision. Rejoindre la communauté galactique signifiait accepter certaines responsabilités et contraintes, mais aussi bénéficier d'un partage de connaissances sans précédent. Vous devrez abandonner toute forme de conflit militaire organisé. Poursuivez le message. Les civilisations membres de la communauté ont dépassé le stade des conflits internes. Votre espèce devra démontrer sa capacité à s'unifier autour d'objectifs communs. Le Dr Chen relisait attentivement cette section du message. Il nous demande essentiellement de transcender nos divisions nationales, religieuses et idéologiques, de devenir une véritable civilisation planétaire unie. Le délai accordé pour cette transformation est de 50 années terrestres, continua le message. Passé ce terme, si votre espèce n'a pas démontré sa capacité d'unification, notre intervention cessera. Vous devrez poursuivre votre évolution de manière autonome, sans accès aux connaissances de la communauté. Le message se terminait par une proposition concrète, l'envoi d'un représentant gardien sur Terre pour guider l'humanité dans cette période de transition cruciale. La décision de transmettre cette proposition extraordinaire aux autorités terrestres ne fut pas prise à la légère. L'équipe de l'Archimède débattit longuement des implications de leur découverte. « Nous détenons peut-être la clé de l'avenir de l'humanité », déclara solennellement le capitaine Okonkwo. « Mais nous ne pouvons pas prendre cette décision seuls. Elle appartient à toute notre espèce. » Le voyage de retour vers la Terre fut employé à compiler toutes les données reçues et à préparer un rapport exhaustif pour le Conseil scientifique interplanétaire. Chaque membre de l'équipe rédigea ses propres analyses et recommandations. Le Dr Chen, dans son rapport, insistait sur les implications biologiques de la révélation. Si nous acceptons cette proposition, l'humanité pourrait accéder à des techniques médicales révolutionnaires. Les maladies génétiques, le vieillissement, même la mort naturelle pourraient devenir des concepts obsolètes. La Dr Tanaka, de son côté, soulignait les avancées technologiques possibles. Les équations physiques transmises nous permettraient de développer des sources d'énergie quasi illimitées et des moyens de transport dépassant la vitesse de la lumière. L'exploration de la galaxie entière deviendrait réalisable. Mais le professeur Dubois émettait également des réserves importantes. Ces transformations changeraient fondamentalement la nature humaine. Sommes-nous prêts à renoncer à ce qui nous définit comme espèce pour accéder à ce savoir supérieur ? L'arrivée de l'Archimède en orbite terrestre déclencha la plus grande révolution intellectuelle de l'histoire humaine. Les révélations sur l'existence de la communauté galactique et la proposition des gardiens firent l'objet de débats passionnés dans toutes les nations. Le Conseil scientifique interplanétaire organisa une série de conférences mondiales pour présenter les découvertes de la mission Éco-Titan. Les réactions furent aussi variées que controversées. Certains dirigeants politiques y voyaient une opportunité unique de transcender les divisions terrestres et d'accéder à un niveau supérieur de civilisation. D'autres craignaient une perte de souveraineté nationale et refusaient catégoriquement toute forme de tutelle alien. Les communautés religieuses étaient également divisées. Certaines interprétaient les révélations comme une confirmation de leur croyance en une intelligence supérieure guidant l'évolution universelle. D'autres dénonçaient une tentative de manipulation spirituelle de la part d'entités démoniaques. Le Dr Chen, devenu malgré lui l'un des porte-parole de la mission, multipliait les interventions publiques pour expliquer les enjeux de la proposition gardienne. Cette décision ne concerne pas seulement notre génération, déclarait-il lors d'une conférence retransmise mondialement. Elle déterminera le destin de toutes les générations futures. Nous avons la responsabilité historique de choisir la voie de l'évolution humaine. Parallèlement, des groupes d'opposition s'organisaient pour rejeter toute forme de contact avec les intelligences aliens. Ils argumentaient que l'humanité devait préserver son indépendance et poursuivre son développement autonome quelles qu'en soient les conséquences. 18 mois après le retour de la mission Éco-Titan, alors que les débats faisaient toujours rage sur Terre, un événement extraordinaire se produisit. La structure titanienne cessa d'émettre ses signaux habituels pour transmettre un message urgent. Un émissaire gardien arrivera dans votre système solaire dans 47 jours terrestres, annonçait la communication. Préparez une délégation représentative de votre espèce pour l'accueillir aux coordonnées spatiales suivantes. L'annonce provoqua une nouvelle vague d'agitation mondiale. Pour la première fois dans l'histoire, l'humanité allait rencontrer physiquement un représentant d'une intelligence extraterrestre. Une station spatiale d'accueil fut rapidement assemblée au point de rendez-vous indiqué, située dans l'espace interplanétaire entre Mars et Jupiter.
une délégation de 50 représentants des principales nations et organisations terrestres fut constituée, incluant naturellement les membres de l'équipe de l'Archimède. Le jour J, tous les télescopes terrestres et spatiaux étaient braqués vers la zone de rendez-vous. À l'heure prévue exactement, un objet d'origine manifestement artificielle apparut, émergeant d'une distorsion de l'espace-temps qui défiant toutes les lois physiques connues. Le vaisseau gardien était d'une beauté saisissante. Sa forme cristalline évoquait les structures découvertes sur Titan mais amplifiées à une échelle gigantesque. Long de près d'1 kilomètre, il pulsait d'une lumière iridescente qui semblait vivante. « Nous recevons une transmission sur toutes les fréquences », annonça l'officier des communications de la station d'accueil. Le message est en anglais parfait. Représentant de l'espèce terrienne, je suis l'émissaire Zéphyr de la communauté galactique. J'accepte de me présenter sous une forme compatible avec votre environnement biologique pour faciliter nos échanges. Une navette se détacha du vaisseau cristallin et s'amarra à la station d'accueil. Lorsque le sas s'ouvrit, la délégation terrienne découvrit avec stupéfaction un être qui ressemblait étonnamment à un humain. L'émissaire Zéphyr mesurait environ 2 mètres, avec une morphologie élancée et des traits d'une beauté androgyne parfaite. Sa peau avait une teinte légèrement nacrée et ses yeux d'un bleu profond semblaient se contenir toute la sagesse de l'univers. « Cette apparence est-elle authentique ou adoptée pour notre confort ?» demanda courageusement le docteur Chen. « Excellente question », répondit Zéphyr avec un sourire bienveillant. « Ma forme naturelle serait effectivement incompréhensible pour vos sens. Mais cette apparence n'est pas arbitraire. Elle représente l'aboutissement évolutif vers lequel tendent toutes les espèces intelligentes, y compris la vôtre. » Les entretiens avec l'émissaire Zéphyr se déroulèrent sur plusieurs semaines, révélant progressivement les véritables enjeux de la proposition gardienne. La réalité était encore plus complexe que ne l'avaient imaginé les scientifiques terrestres. La communauté galactique n'est pas seulement une alliance de civilisations, expliqua Zéphyr lors d'une session privée avec l'équipe de l'Archimède. C'est un organisme évolutif unique, une conscience collective qui transcende les individualités tout en les préservant. L'émissaire détailla le processus d'intégration. Les civilisations membres conservaient leur autonomie et leur spécificité culturelle, mais partageaient un réseau de conscience qui permettait un échange instantané de connaissances et d'expériences à travers toute la galaxie. Imaginez pouvoir accéder à la somme de toutes les découvertes scientifiques, de toutes les créations artistiques, de toutes les sagesses philosophiques développées par des millions de civilisations sur des milliards d'années, poursuivit Zéphyr. C'est ce que propose la communauté. Mais cette révélation s'accompagnait d'une contrepartie importante. L'intégration nécessitait une modification subtile de la structure neurologique humaine, permettant l'établissement du lien conscientiel avec le réseau galactique. Cette transformation est-elle réversible ? Demanda anxieusement la docteure Tanaka. Théoriquement oui, mais pratiquement non, admit Zéphyr. Une fois que votre espèce aura goûté à cette conscience élargie, il sera psychologiquement impossible de revenir à l'isolement antérieur. Le docteur Chen souleva la question qui préoccupait tous les membres de l'équipe. Que devient l'individualité humaine dans ce processus ? Perdons-nous notre identité spécifique ? Au contraire, répondit l'émissaire avec conviction. L'individualité de chaque espèce et de chaque conscience est précieusement préservée car elle contribue à la richesse globale du réseau. Votre humanité particulière enrichira la communauté de perspectives uniques. Zéphyr révéla également que le processus d'intégration s'étalerait sur plusieurs générations, permettant une adaptation progressive. Les premières transformations concerneraient uniquement les volontaires, créant progressivement une population humaine hybride capable de servir d'interface entre les 2 états d'existence. 5 années après le premier contact avec les gardiens, l'humanité était profondément divisée sur la décision à prendre. Malgré les révélations extraordinaires et les promesses d'évolution, une partie significative de la population terrestre refusait toute forme de transformation. Le docteur Chen, maintenant âgé de 48 ans, dirigeait le programme de recherche sur l'intégration galactique. Il avait été l'un des premiers volontaires pour subir les modifications neurologiques préliminaires et son expérience était suivie attentivement par la communauté scientifique mondiale. Les changements sont subtils mais profonds, expliquait-il lors de ses rapports réguliers. Ma capacité de traitement de l'information s'est considérablement accrue et je perçois des connexions intellectuelles qui m'échappaient auparavant. Mais je reste fondamentalement moi-même. Parallèlement, des communautés entières choisissaient de préserver leur état naturel, craignant la perte de leur essence humaine authentique. Des colonies spatiales furent établies aux confins du système solaire pour permettre à ces groupes de poursuivre leur évolution. Et voilà, une autre histoire qui se termine. Alors, ça vous a plu ?
Dites-moi en commentaire, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, avec un début, un milieu et une fin, sans suite, abonnez-vous maintenant. Comme ça, vous ne manquez rien et il y aura toujours une nouvelle aventure à découvrir. Envie de soutenir et d'aider à proposer encore plus d'histoires par jour? Le PayPal est dans la description. Avec votre aide, je peux créer encore plus de contenu pour vous.